Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Avant de commencer aujourd'hui, un petit salut amical à Alexandre Jublin, dont le podcast Le Collimateur, j'espère que vous êtes abonné, fête ses 3 ans et 240 épisodes. Je vous recommande en particulier celui tout récent où Alexandre est interviewé par Jean-Baptiste Jean-Gennes-Villemer et où il explique sa façon de travailler et de préparer un podcast. Une manière d'entrer dans les coulisses d'une émission avec laquelle je crois qu'on a beaucoup d'affinités et même de points communs. Notre émission du jour nous emmène du côté de Tachkent, Urumqi, Bishkek, Dushanbe, autrement dit on se rend en Asie centrale. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé une série de 5 émissions consacrées à l'histoire de l'Empire russe et de l'URSS, et j'avais envie de prolonger la réflexion en évoquant encore plus la dimension impériale de cette histoire, à travers l'une de ses périphéries les plus importantes, l'Asie centrale. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Chloé Drieux, qui est spécialiste de la région, pour une émission qui ne présente pas une parution, mais plutôt un parcours d'historienne. On discutera ensemble du cinéma ouzbek sous Staline, de l'intervention soviétique en Afghanistan, et également des enjeux terribles des crimes de masse perpétrés aujourd'hui contre les populations ouïghours au Turkestan chinois qui sont évoqués en fin d'émission. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques sur le site paroledhistoire.fr ou sur la chaîne YouTube du podcast. Rendez-vous lundi prochain pour un tout autre sujet, l'histoire de la construction européenne. Merci et très bonne écoute. Au micro du podcast aujourd'hui, Chloé Drieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Asie centrale, vous faites partie du laboratoire CETOBAC, CNRS EHESS, et on va discuter ensemble d'un parcours de recherche qui vous a amené à travailler sur des sujets aussi variés que le cinéma ouzbek, les vétérans soviétiques en Afghanistan, aujourd'hui la question ouïghour dans le Turkestan chinois, mais qui ont pour point commun de concerner une région qui est très importante et en même temps pas toujours au centre du monde académique, c'est une petite niche dans le monde académique français, c'est l'Asie centrale. Alors peut-être ma première question serait pour vous demander comment vous êtes devenu spécialiste de cet espace. Alors merci beaucoup de m'inviter dans ce podcast. Alors comment je suis devenue spécialiste de cette zone? En fait, j'étais plutôt intéressée par à la fois la Russie et l'Iran. Et donc j'ai fait des cours de russe très tôt. Étant originaire du Havre, on avait une mairie communiste avec des possibilités de faire des cours de russe dès la 6e. Donc c'était un peu un pari de mon père d'ailleurs, de me faire choisir le russe. Et en fait, c'est une langue que j'ai pas tellement aimée jusqu'à mes années universitaires, enfin ma première année de fac. Alors, j'ai eu comme prof monsieur Kovalenko, qui était donc un prof à la fois de russe et de ce qu'on appelait à l'époque civilisation soviétique, mais qui était vraiment un cours d'histoire soviétique, et avec lequel donc on a travaillé essentiellement sur la période stalinienne. Et lui-même étant d'origine ukrainienne, il réussissait très bien, je trouvais à l'époque, à mêler l'histoire, la grande histoire, donc l'histoire avec un grand H de cette période stalinienne, et l'histoire avec un petit H qui serait celui de sa grand-mère et de la façon dont elle vivait la période communiste et cette période absolument horrible qui est cette période stalinienne. Et donc j'ai eu envie de partir en Russie pour apprendre le russe. Donc j'ai fait un an d'études en 96-97 en Russie. Et de là n'est pas tout de suite née l'envie de faire des recherches, mais progressivement en fait j'ai commencé avant le cinéma ouzbek à travailler sur le cinéma kazakh à la fin de la période soviétique, c'est-à-dire toute la perestroïka, qui était donc une période de catharsis en fait, une période très cathartique où les cinéastes kazakhs, donc dans un mouvement qu'on appelait la nouvelle vague kazakh, s'intéresser à des thématiques qui étaient complètement interdites à l'époque soviétique, enfin communiste, c'est-à-dire la question de la drogue, de perte de repères, de la déshérence. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler d'abord sur la nouvelle vague kazakh en fait, en DEA à l'époque. Comment vous avez appris les langues de la région au-delà du russe? Le russe, c'est la porte d'entrée, mais ensuite, évidemment, pour connaître ces réalités, il faut se mettre à parler ces langues qui sont des langues turques. Oui, alors en fait, je travaillais sur l'histoire du cinéma kazakh ou l'histoire du cinéma ouzbek. C'est travailler en archives et les archives sont essentiellement en russe. Donc en fait, ma langue de travail, c'est le russe. Par contre, effectivement, quand j'ai commencé ma thèse et à faire des recherches donc en Ouzbékistan, il me semblait évidemment absolument essentiel de pouvoir notamment travailler sur des articles et des articles de la presse en ouzbek pour pouvoir
pouvoir appréhender la réception des films que j'analysais. Et donc j'ai travaillé, en fait, j'ai essayé de faire ce qu'on pourrait appeler, mais de façon un peu problématique, enfin une sorte d'espéranto turc. C'est-à-dire que j'ai touché à plusieurs langues turques, mais sans vraiment en parler aucune, puisque j'ai fait un peu d'ouzbek, j'ai fait un peu de turc, de Turquie. Et puis surtout, ce qui m'aide beaucoup, en fait, c'est d'avoir vécu en Iran. Et là, j'ai appris le persan, qui est une langue avec un vocabulaire commun, qu'on retrouve donc en Ouzbékistan notamment. Et ça m'aide à naviguer dans ces langues turques, mais ce sont pas des langues que je maîtrise complètement, à part le persan. Et encore, c'est une langue, je me considère comme analphabète, c'est-à-dire que je ne la lis pas, je ne l'écris pas, mais par contre je la parle et je la comprends. Les années 1990-2000, ça a été un moment important pour beaucoup de chercheurs, de chercheuses, pour aller de l'autre côté de ce qui n'était plus le rideau de fer et pour aller travailler dans l'ex-URSS, mais aussi avec des difficultés liées à l'ouverture, parfois compliquée, des fonds d'archives. Je voulais vous demander, comme terrain, c'était comment l'Ouzbékistan post-soviétique en termes de facilité de travail, en termes d'accès à la documentation au moment où vous avez fait votre thèse en particulier? Alors en fait, c'est une période faste, et notamment la période des années 2000. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de travaux. Je pense par exemple à Isabelle Ohayon qui a travaillé dans les archives au Kazakhstan. Parce que c'était une période où on avait envie d'oublier l'héritage communiste soviétique et on ouvrait les archives très facilement. Donc, par exemple, dans les années 2000, plutôt la fin des années 90, mais début 2000, on avait aussi accès, alors moi, j'ai pas travaillé dans ces archives, mais accès aux archives du Parti communiste ou de la police politique, par exemple, en Ouzbékistan, ce qui a été refermé dans les années 2000. Donc c'était assez facile. Et puis pour les études sur l'Asie centrale, on a quand même bénéficié de l'IFEAC, donc l'Institut français de recherche sur l'Asie centrale, qui était basé à Tachkent et qui était vraiment un centre très important de recherche et de circulation de chercheurs, pas seulement de France, mais aussi d'Europe. Les chercheurs et les membres de l'IFEAC nous ouvraient très facilement les portes parce que quand on travaillait dans les archives en Ouzbékistan, il fallait notamment avoir l'autorisation du ministère des Affaires intérieures, du ministère de l'Intérieur. Donc on faisait une demande en exposant le sujet de recherche qu'on voulait traiter. Généralement, on n'avait pas de problème pour avoir les autorisations, mais voilà, il y avait une machine quand même administrative à mettre en branle. Et ça, l'Institut français a été d'une aide vraiment très très importante pour ces recherches. Et puis il a fermé, alors je ne sais plus en quelle année exactement, dans les années 2000, me semble-t-il, l'accréditation n'a pas été redonnée à l'Institut français, qui est maintenant basé à Bichkek, au Kyrgyzstan, et qui, de nouveau, recrée des liens institutionnels qui permettent de faire ces recherches. Mais c'était un mouvement d'ouverture et de liberté, en fait, pour la recherche, pour les sujets de recherche, et même pour les chercheurs locaux. Je pense qu'il y avait une espèce d'engouement, mais ça, c'est, à mon avis, l'engouement post-perestroïka où en fait on a été un peu coincé dans une histoire officielle et là les portes s'ouvraient, donc c'était un moment très riche et très agréable à suivre et à partager. Du point de vue même matériel des archives, c'était simple à consulter, notamment vous avez travaillé sur le cinéma, on va y revenir. Il y avait des visionneuses pour voir les bandes, c'était classé, c'était simple de travailler là-dessus? Alors, pour les films, c'est un peu à part, mais par contre, pour les archives papier, oui, c'est assez facile. Il suffit de regarder les inventaires, et puis en fonction des inventaires, on commande. Alors en Ouzbékistan, c'était quand même assez simple, parce qu'en plus, on avait une possibilité de faire des photographies, donc j'ai fait énormément de photos d'archives. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien, en fait, d'accumuler des documents. Parce qu'en fait, les photos elles-mêmes, il faut les indexer et les classer, archiver ses propres photos. Oui, il faut les lire après. Il faut les lire, ça devient un fond bis qui n'est pas finalement forcément facile. Mais en même temps, s'agissant des durées de séjour, parfois, c'est préférable aussi de faire des photos. Oui. Alors moi, j'avais une bourse de l'IFEAC, justement, donc je suis restée plus d'1 an à faire des recherches. Donc je n'avais pas vraiment de problème de durée. Par contre, c'est vrai que pour la Russie, alors la Russie, par contre, c'était un autre... donc j'ai fait des recherches en archives à Tachkent, donc dans les archives nationales, un peu dans les archives cinématographiques, mais j'y reviendrai peut-être après. Et j'ai fait aussi 2 terrains en
à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou. Enfin, pour le cinéma, surtout à Moscou. Et là, effectivement, les archives russes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas commander trop de dossiers à la fois. Une fois qu'on en a commandé, il faut les lire, les rendre. Y a pas mal de microfilms aussi, ce qui est parfois un peu difficile à lire aussi parce que ce sont des vieilles machines soviétiques et pas autant de facilité à photographier les documents. Donc il faut lire et écrire. Mais pour l'Ouzbékistan, en tout cas, c'était vraiment simple de travailler dans ces archives papier, documents. Alors on a dit pourquoi la Russie et pourquoi l'Asie centrale, reste à savoir pourquoi le cinéma, qu'est-ce qui a fait que vous êtes emparé de cet objet-là pour parler du monde soviétique, du monde de l'Asie centrale soviétique, dans l'entre-deux-guerres principalement. Quelle était votre porte d'entrée ? Alors, donc comme je l'ai évoqué, j'ai fait mon DEA sur le cinéma kazakh et en même temps que je faisais mon DEA, je travaillais sur un film kazakh qui s'appelle La Route de Darejan Omirbayev. Et alors, c'était vraiment très intéressant parce que donc à l'époque, j'avais pas du tout de financement, il fallait donc que je travaille. Et j'avais rencontré les producteurs de Darejan Omirbayev, qui étaient des producteurs français. Et donc, j'ai pu suivre en fait toute la réalisation d'un film, des premières discussions avec ces producteurs, jusqu'à Cannes, en fait, puisque le film La Route a été présenté à Cannes dans un certain regard. Et donc, j'ai vraiment pu suivre tout le processus donc de préparation, casting, tournage, post-production. Et je pense que ça a joué, alors c'est peut-être un peu téléologique et peut-être que je reconstruis un peu ma propre histoire, mais je pense que j'ai eu vraiment très envie de cerner un objet dans sa globalité. Et puis, en ce qui concerne le cinéma kazakh, ce qui m'a semblé vraiment très intéressant, c'était que le cinéma kazakh représentait la fin de l'aventure soviétique au cinéma. Et qu'une fois que j'avais fini ce travail, je me suis posé la question de savoir comment ça avait commencé. Et quand on regarde la carte de l'Asie centrale, on se rend compte que seul l'Ouzbékistan a fait l'expérience d'un cinéma avant la Seconde Guerre mondiale, et notamment d'élite cinématographique locale, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays d'Asie centrale. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur le cinéma ouzbek, qui est donc ce seul pays à connaître une élite cinématographique ouzbek au début des années 30. Et puis ensuite, je suis partie en fait de deux dates qui me semblaient très significatives, c'est-à-dire 1924 et 1937. 1924, c'est la date de la création de l'Ouzbékistan dans les frontières que l'on connaît aujourd'hui, et c'est la date du premier film parlant. Et 1937, c'est la date des grandes purges staliniennes, et c'est la date du premier film parlant. Et donc, je voulais voir un peu ce qui se passait entre. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma, je savais pas tellement ce que je faisais avec cet objet et ce que j'allais vraiment trouver, quoi. C'était un peu une intuition et une volonté de voir un peu ce qui se passe, et donc une espèce d'alerte, en fait, en quelque sorte, où j'étais vraiment ouverte à toutes les possibilités, et je crois que ça a été une expérience pour moi très très riche. Alors le cinéma, on y trouve notamment une tension que les historiennes de l'image filmée connaissent bien entre ce qui est montré et puis ce qui est réel, et puis une tension aussi entre le monde de la production, les gens qui produisent, qui imaginent des films, et puis aussi la réception, le public. Donc s'agissant de l'Ouzbékistan, de l'Asie centrale en général, ça illustre d'une certaine manière la tension entre le projet communiste, le projet soviétique, qui est de faire aussi un nouveau cinéma et de proposer une culture bolchevique, et puis l'existence d'une nation et des nations d'Asie centrale. Et ça, c'est une tension caractéristique de la période. Oui, et puis il y a une autre tension aussi sur laquelle j'aime beaucoup insister, c'est qu'effectivement, les élites, Lénine, Staline, Trotsky, considèrent le cinéma comme un instrument idoine de propagande, mais les élites locales ouzbèques le considèrent aussi comme un instrument de propagande. Et donc il y a aussi cette tension, me semble-t-il, très importante entre le centre qui pense quelque chose et la périphérie, entre guillemets, qui considère aussi que le cinéma doit servir ses idéaux de modernisation. Donc ça fait un élément de tension supplémentaire qui me semble, en tout cas très, très pertinent et très révélateur aussi de la période,
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le premier studio de cinéma qui a été créé à Bukhara l'a été créé sur une initiative locale. Donc à l'époque, c'était une période très courte de République populaire des conseils de Bukhara qui a perduré seulement 2 ans. Et l'équivalent du ministère de la Culture a voulu avoir son cinéma. Et donc c'est le gouvernement de Bukhara qui a invité de Saint-Pétersbourg des cinéastes à venir réaliser des films à Bukhara. Et donc ça donne en 1924 un film complètement orientaliste qui s'appelle Le Minaret de la Mort, qui a eu beaucoup de succès dans l'ensemble de l'URSS. Alors peut-être qu'on peut, notamment pour ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être préparent le concours de l'ENS, la Russie, l'Empire russe et l'Union soviétique est au programme cette année, donner quelques éléments de contexte supplémentaires sur cette Asie centrale soviétique, qui était en fait une marge impériale russe, le Turkestan russe, colonisé, qui devient ensuite une série de républiques nationales de l'URSS, avec à la fois des discontinuités, mais aussi des continuités dans la façon dont les rapports centre-périphérie s'organisent. Alors c'est une vaste question que je pose, mais si on pouvait donner quelques éléments pour comprendre comment ça fonctionne, cette Asie centrale qui passe d'une marge impériale russe à une partie de l'URSS. Oui, alors là, c'est une période très très spécifique parce que, évidemment, la période, on va dire 1920, 1924, puis 1936, sont des dates charnières dans la construction des territoires et des identités nationales. Et que ce moment de constitution d'identité et de territoire, identité nationale et territoires nationaux, est vraiment le produit, je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir, entre une politique du centre et une politique aussi locale. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que le centre, Moscou, impose une vision. Or, les élites locales aussi s'investissent dans la construction soviétique avec leur propre agenda. Et je crois qu'il y a aussi un décalage de projets, c'est-à-dire ce que perçoivent les élites locales n'est pas du tout en phase avec ce que veulent les élites centrales, et notamment très tôt, je pense que c'est une lettre de Staline à Lénine qui date de 1922, dans laquelle il explique que nécessairement la périphérie doit se soumettre au centre. Or, les élites périphériques, enfin les élites ouzbèques par exemple, elles considèrent que donc les élites qui s'investissent dans la construction soviétique considèrent que c'est important de faire partie d'un grand État moderne si elles réussissent à s'octroyer des leviers de pouvoir. C'est ce qu'on voit très bien dans le cinéma quand on fait une histoire institutionnelle entre le centre et la périphérie. Il n'y a pas forcément de vision, de lutte de libération nationale ou de lutte pour avoir un État séparé et autonome. C'est pas quelque chose qui est souvent conçu par les élites, mais plutôt faire partie d'un grand État soviétique. Or, on voit vraiment qu'il y a une différence de point de vue, mais qui n'est pas forcément perçue par les élites d'Asie centrale notamment, qui se font éliminer en 1937, comme la majeure partie des élites politiques, et sont éliminées des élites sur lesquelles le pouvoir central soviétique s'est appuyé pour se construire entre 1920 et 1937-38. Voilà, elles ont voulu jouer le jeu bolchevique pour finalement participer à la sortie de ce qui était perçu comme une arriération, comme une marginalisation du territoire, et finalement, elles en ont aussi subi les conséquences au moment des purges staliniennes. Oui, alors c'est pas le jeu bolchevique, parce que de toute façon, ils sont plutôt anti-bolcheviques, mais plutôt le jeu soviétique, de ce qu'ils perçoivent de l'URSS, mais pas des soviets locaux. Donc, maintenant, quand on peut poser un regard sur le passé, on se dit qu'elles ont fait beaucoup d'erreurs, mais faut aussi voir que ces régions, il y avait un problème de communication, d'information, de moyens de communication et d'éléments d'information pour savoir exactement ce qui se passait et de comprendre ce qu'est l'idéologie et la construction soviétique du point de vue central. Ça se voit aussi très clairement dans le cinéma. C'est-à-dire elles perçoivent pas très clairement ce qui va leur arriver.
Vous avez dit les Ouzbeks sont les seuls à avoir développé ce cinéma. Est-ce qu'on peut dire un mot de la façon dont est découpée l'Asie centrale soviétique? Parce que quand on regarde d'ailleurs des cartes aujourd'hui, on est frappé de frontières qui semblent illogiques. Aucune frontière sans doute ne l'est, mais là on a l'impression d'un découpage quelque chose de particulièrement arbitraire et de la façon dont les identités ouzbeks, kirghizes, kazakhs ont été conçues par les soviétiques et dont l'espace a été découpé. Qu'est-ce qu'être ouzbek? Est-ce que ça répond à une identité antérieure? Est-ce que c'est vraiment construit durant la période? Alors c'est à la fois construit durant la période, mais c'est aussi un héritage, antérieur. Ce qu'on peut dire en fait, c'est pas la construction des frontières, elle n'est pas seulement arbitraire. Donc là, on peut renvoyer à un ouvrage de Terry Martin ou de Francine Hirsch, surtout, qui explique bien qu'en fait, la constitution des frontières est un arbitrage constant entre donner des ressources à chacune des républiques, donc des ressources naturelles, respecter des découpages naturels, et puis il y a aussi une volonté de casser un certain nombre de solidarité. Donc c'est cet équilibre-là sur lequel repose la constitution des identités et des territoires. Donc l'Ouzbékistan, effectivement, est une république assez centrale, parce que c'est une république créée en 1924, en décembre 1924, qui est aussi relativement riche. Pour les Kazakhs et les Kirghizes, en fait, à l'époque, les Kazakhs, on les appelle les Kara-Kirghizes et les Kirghizes, les Kazakhs. C'est un découpage qui va prendre beaucoup plus de temps, et puis surtout, là je renvoie aussi aux ouvrages, notamment à l'ouvrage d'Isabelle Ohayon sur la sédentarisation des Kazakhs. Ce sont des populations essentiellement nomades qui vont connaître une phase de sédentarisation qui est absolument horrible d'extermination, puisqu'il y a environ un tiers des populations kazakhs qui vont périr dans cette politique de sédentarisation. Oui, avec également une grande famine au Kazakhstan qui est à mettre en parallèle avec celle que connaît l'Ukraine, qui est généralement plus connue en Occident, mais qui est aussi très très importante. Ces espaces sont le lieu d'une confrontation, alors c'est pas nouveau parce que c'était vrai aussi à l'époque tsariste, entre le monde slave et le monde turc, entre le monde orthodoxe et le monde musulman, et du coup c'est un enjeu très très important de la période, notamment autour de la question du statut des femmes, de la modernisation du statut féminin. C'est quelque chose de récurrent, et d'ailleurs on le voit aussi dans le cinéma. Moi je me souviens d'avoir vu des extraits de films soviétiques de l'époque, où on voit les politiques de dévoilement des femmes avec des visages radieux libérés dans les films soviétiques, de l'arriération obscurantiste religieuse, etc. C'est quelque chose que vous avez rencontré dans vos recherches? Oui, alors d'ailleurs, il y a de très très bons films pour soutenir les politiques anti-religieuses. Notamment sur des figures féminines qui sont vraiment très très réussies. Il y en a un qui s'appelle La fiancée de Lishan, qui est fait en 1931, qu'on avait d'ailleurs présenté à Nantes dans un programme cinématographique avec ciné-concert. On avait proposé à des musiciens de travailler sur ce film, et là on est dans une dénonciation de l'obscurantisme religieux, des superstitions, des mollahs qui sont aussi considérés souvent comme des gens prêts à pro-gain, souvent violeurs aussi. Il y a une scène de viol dans ce film-là qui est assez surprenante pour l'époque, je trouve. Et donc c'est un film qui soutenait la politique anti-religieuse de l'époque, comme d'autres d'ailleurs, et qui rencontre aussi une partie de ce que pensait l'élite musulmane réformiste, qui percevait que l'émancipation des femmes était absolument nécessaire à la modernisation d'une société dans son ensemble. Donc on peut aussi voir, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, qu'il y a parfois une convergence de vues de modernisation entre une vision soviétique, mais qui est quand même violente et radicale, et celle des élites réformistes, par exemple. On sait que pour ce qui concerne la Russie elle-même, il y a des retours en arrière sous Staline, et notamment pendant la Grande Guerre patriotique, parce que là, on a recours à tout le passé traditionnel, russe, orthodoxe, pour des raisons patriotiques. Est-ce que c'est le cas aussi en Asie centrale? Est-ce que finalement ces politiques très volontaristes des années 20 et 30 sur la modernisation culturelle religieuse, elles persistent dans le temps, dans l'histoire soviétique, ou est-ce qu'elles se transforment, est-ce qu'elles disparaissent petit à petit? Alors, de toute façon, la pratique religieuse ne disparaît pas et ne
disparaît jamais de l'histoire soviétique. Il faut aussi voir que l'histoire soviétique, finalement, c'est 3 générations, voire 4, ce qui est assez peu, en fait. Et que quand on observe certaines familles, on voit très bien qu'il y a une transmission des grands-parents aux petits-enfants, que les grands-parents sont des produits, sont de culture fin d'Empire, début de l'URSS. Et qui transmettent à leurs enfants, qui voient leurs petits-enfants, qui voient la fin de l'URSS, donc transmettent toute une culture, y compris une culture religieuse. Pour la résurgence pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour l'Asie centrale, on va mobiliser surtout sur la culture et notamment la musique. Donc il y a des films qui sont produits qui s'appellent les ciné-concerts, qui sont donc des grands panoramas des stars de l'époque et du moment, donc des chanteurs, chanteuses, musiciens, danseuses aussi, qui se filment, donc qui sont réalisés en 41, 42 et puis après, et qui sont donc destinés à soutenir l'effort de guerre sur le front. Par contre, j'ai pas de données, je sais pas dans quelle mesure ça a été vraiment diffusé ou pas. Et puis pour l'histoire religieuse, on voit se créer, alors en 41, si je dis pas de bêtises, une direction spirituelle pour les musulmans d'Asie centrale, où là, probablement que le centre comprend que la mobilisation par la religion est quelque chose d'important et qu'il faut, en quelque sorte, créer un islam officiel pour éviter qu'il n'y ait qu'un islam officieux et incontrôlable et incontrôlé. Alors ça renvoie à un autre terrain d'étude qui a été le vôtre par la suite. C'est notamment au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a eu des commémorations en 2016 et des réflexions autour d'un moment qui a été très marquant pour l'Asie centrale, vous l'avez montré dans plusieurs articles, qui est la révolte de 1916, justement parce que la logique de guerre de l'Empire russe heurtait, notamment parce qu'on était en guerre avec l'Empire ottoman, mais pas seulement, heurtait certaines de ces populations musulmanes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi, d'abord pourquoi vous y êtes intéressé, et puis qu'est-ce qu'on peut dire de ces enjeux de la révolte de 1916? Alors en fait, je m'y suis intéressée parce que dans le corpus de films que j'ai étudié, il y avait un film réalisé par Souleymane Khodjaev qui m'avait énormément marqué. Donc je pense que quand on a un corpus de documents ou de films, il y a toujours quelque chose qui émerge et qui sort du lot. Donc ça, c'était vraiment le cas de ce film qui s'appelait donc Avant l'aurore, qui est un film réalisé en 1934 et qui est une reconstitution historique des révoltes de 1916 dans une région sédentaire qui s'appelle Jizzakh. Et pour moi, j'avais l'impression de découvrir complètement ce sujet des révoltes de 1916 dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Et Souleymane Khodjaev, c'est vrai que j'ai eu l'impression de m'y attacher plus particulièrement parce qu'il a une vie compliquée. En fait, il a réalisé un seul film, ce film Avant l'aurore en 1934. Le film est censuré, lui-même est envoyé en camp en 1934 jusqu'en 1937 et il périt dans les purges staliniennes à cause de son film. Donc il y a un attachement particulier à son film où on sent que, enfin c'est un peu l'histoire d'une vie où le film, son unique film en plus qui était son unique long métrage. Donc j'ai commencé à beaucoup travailler sur ce film que je trouvais vraiment très très intéressant et lui il était aussi issu de ce qu'on appelle les djihadis, donc les réformistes musulmans, et de toute il était en quelque sorte l'héritier intellectuel de ces écrivains du début des années 10, donc juste avant la période soviétique. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée aux révoltes de 1916. Donc après ma thèse, j'ai voulu faire un travail sur ça. Sachant qu'en fait, donc en 1916, le tsar Nicolas II décide en juillet de réquisitionner les populations musulmanes d'Asie centrale dans les bataillons de travail pour libérer les Russes qui étaient dans les bataillons de travail et pour les envoyer sur le front. Et si on n'avait pas mobilisé les gens d'Asie centrale avant, c'est qu'ils n'étaient pas forcément fiables, qu'on n'était pas sûr de la loyauté de cette périphérie pour la mobiliser dans la guerre, surtout contre les Ottomans? Alors, c'est ce qu'on peut percevoir un petit peu du centre, et puis c'est surtout, en fait, c'est une région qui a été colonisée assez tardivement, dans les années à la fin du 19e siècle. Donc, c'est des populations qui sont
sont pas encore complètement intégrés dans la vie de l'Empire, sachant que le Turkestan, à l'époque, est une région qui est une colonie militaire, mais qui est aussi gouvernée selon le principe de non-ingérence dans les affaires locales. C'est-à-dire que le gouvernement militaire colonial est présent, mais ne participe pas à la vie locale, à la vie religieuse, un peu à la vie des économies locales, mais quand même reste assez en dehors. Donc ce sont des régions qui sont en dehors de la vie de l'Empire. De là avoir une suspicion des populations musulmanes, c'est assez compliqué parce que si on voit les populations tatares ou bashkirs qui, elles, sont intégrées dans l'Empire depuis très longtemps, il n'y a pas de discrimination. Elles sont conscrites dans l'armée régulière. Mais c'est vrai qu'il y a une réticence pour l'Asie centrale. Et puis surtout, il y a une promesse du tsar lors de la conquête selon laquelle les populations ne doivent pas être sujettes à la conscription militaire. Et puis finalement, le décret de conscription est un élément déclencheur, mais ce qui va provoquer des révoltes, c'est plutôt la nature en fait du pouvoir local, et puis notamment dans les régions, donc ce qu'on appelle la région du Semirietchie, qui est l'équivalent du Kyrgyzstan aujourd'hui. Cette région est une région de très forte colonisation de peuplement et aussi colonisation illégale de peuplement. Et là, en fait, la révolte, on voit bien que les insurgés kirghizes et kazakhs vont s'en prendre aux colons de peuplement et pas forcément aux représentants de l'État. Donc les enjeux de 1916 sont vraiment très très différents d'une région à l'autre. Et puis surtout, à force de travailler un peu sur 1916, j'ai eu l'impression aussi d'être, là on en revient aux archives, un peu manipulée par les archives. C'est-à-dire que très régulièrement, les instituts d'histoire, les historiens vont produire des recueils d'archives sur 1916 et présenter l'événement comme un événement absolument essentiel de la lutte de libération. Alors d'abord lutte de libération nationale dans un premier temps, les années 20, et puis après lutte de libération populaire dans les années 30, parce qu'il y a un revirement historiographique. Or, quand on commence à travailler, on a l'impression que finalement les révoltes de 1916 pour les sédentaires en tout cas, est un moment un peu trop monté d'un point de vue historiographique, en fait. Et moi, des fois, j'en suis presque à me demander, à me dire que la vraie question, c'est de se demander pourquoi on ne se révolte pas en 1916. Parce que finalement, la grande majeure partie de l'Asie centrale ne se révolte pas en 1916. Mais on a un biais un peu des archives. Et je me souviens aussi, quand je travaillais à Moscou sur 1916, au début, j'étais vraiment très très contente de pouvoir aller dans les archives. Et puis j'avais des recueils tout faits de archives de 1916 au Turkménistan, archives au Kyrgyzstan. Donc j'étais contente d'avoir cette matière déjà collectée et à travailler. Et puis après, j'ai eu vraiment l'impression d'être manipulée, en fait, en quelque sorte, par cette historiographie et par la façon dont l'archive s'était constituée. Donc c'est un moment important pour l'Asie centrale malgré tout, surtout pour les régions nomades, pardon. Et puis aussi, c'est un moment qui, pour moi, et là, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais qui est fondamental parce que, pour mes recherches actuelles, en fait, parce que en septembre, août 1916, une très grande partie des Kazakhs et des Kirghizes fuient pour se réfugier au Turkestan chinois. Et que depuis que je travaille sur la question du génocide, des crimes contre l'humanité, de l'internement de ces populations ouïghours, kazakhs, kirghizes, j'avais toujours un peu en question rhétorique la volonté de savoir si les descendants de ces exilés de 1916 sont ceux qui se retrouvent maintenant dans les camps. Donc c'est une question à laquelle personne ne peut répondre, mais qui me semble, appuie un peu
familiarité en fait avec le sujet de mes recherches actuelles, et surtout je me suis focalisée beaucoup sur la géographie parce que c'est assez difficile de travailler sur la géographie en 1916 parce qu'on a des cartes de 1912 ou de 1800 quelque chose, et puis on n'arrive pas à avoir des cartes très précises, mais j'ai essayé de faire un peu les routes de l'exil, et donc j'ai l'impression d'avoir un peu la géographie aussi du Turkestan chinois en tête, sachant qu'il y avait un consul russe à Kashgar et des archives sur lesquelles j'ai travaillé en Russie et à Tachkent. Ce monde de l'Asie centrale, c'est un monde où les soviétiques auront des déconvenues dans les années 70-80 parce que c'est le lieu de la grande intervention en Afghanistan à partir de 1979 qui a été absolument marquante pour la fin du système soviétique, qui a été sans doute l'une de ses causes à la fois géopolitiques et internes. C'est aussi un sujet qui vous a intéressé. J'imagine que qu'il y a un lien géographique, là aussi, qui vous a amené à poser ces questions. Oui, alors je sais plus comment. En fait, c'était dans mon projet de recherche très tôt. Pour rentrer au CNRS, j'avais pensé à une partie sur l'Afghanistan et puis une histoire orale. Et c'est ce qu'on a fait, donc avec Anna Colin-Lebedev et Elisabeth Sieka-Kazlowski. On a commencé à prendre des interviews, en fait, à réaliser des entretiens avec des anciens combattants de diverses républiques. Donc on a été en Lituanie, on a été en Ukraine, au Kyrgyzstan, et puis moi au Tadjikistan. J'avais fait déjà un premier terrain au Tadjikistan parce que ce qui m'intéressait de savoir, c'était de voir comment des Tadjiks d'un côté allaient combattre en Afghanistan et se retrouver face à des Tadjiks qui étaient de l'autre côté de la frontière. Je crois que c'était une question intéressante en termes d'identité et d'appartenance, de sentiment d'appartenance à une communauté. Quand on interviewe les Tadjiks, il n'y avait absolument pas de sentiment de communauté avec les Tadjiks de l'autre côté de la frontière. C'est une construction qui est un peu plus tardive, mais j'avais envie un peu de travailler sur ces questions. Et puis travailler sur 1916 en archives, c'est travailler sur de l'histoire coloniale, donc sur des archives coloniales qui sont des archives d'État, qui sont des archives en russe, et pour lesquelles on n'a absolument aucune voix indigène, entre guillemets, enfin locale, et native. Et ça, je pense qu'il y a aussi une frustration assez intense de ne pas pouvoir travailler, de faire une histoire orale, et de ne pas pouvoir avoir de témoignages des populations qui sont directement concernées par les violences en 1916. Alors c'est un point qui est intéressant quand on lit vos travaux, c'est que on n'a pas l'habitude de voir des croisements, enfin ça se développe, mais c'est quand même pas au départ si fréquent, entre l'histoire du communisme d'un côté, l'histoire coloniale de l'autre. C'est des sphères qui largement s'ignorent. Là, vous êtes quand même dans un lieu où les deux s'entrecroisent. Est-ce que historiographiquement, d'abord c'est quelque chose que vous revendiquez, puis est-ce que c'est fructueux pour vous de faire se croiser ces historiographies ? Alors j'ai essayé un petit peu de discuter, mais c'est pas très abouti le caractère non colonial en fait de l'empire de l'URSS. C'est assez compliqué parce que c'est des logiques quand même qui sont différentes, et puis je crois qu'il y a la question du totalitarisme aussi qui vient se glisser, et que finalement la question du totalitarisme elle subsume, elle absorbe la question coloniale. Et je rejoins des auteurs comme Adib Khalid ou Yoris Leskin qui ne considèrent absolument pas que l'URSS est une puissance coloniale, alors que ça a pu être revendiqué comme tel ou dénoncé comme tel par des chercheurs, même par exemple ouzbeks, qui voulaient dénoncer le passé soviétique comme étant colonial. Mais ceci dit, c'est deux questions différentes. On peut aussi travailler avec les outils de l'histoire coloniale sans désigner, sans étiqueter l'URSS comme une puissance coloniale. Vous entendez quoi exactement comme outils les outils qui renvoient aux catégories juridiques, par exemple, au statut des individus, au rapport de domination. Alors, les subaltern studies, ça m'avait beaucoup inspiré, en fait, de penser la subalternité, ou d'essayer de penser la subalternité. Là, oui, après, sur les catégories juridiques, j'ai pas tellement travaillé, mais sur ces rapports de domination et puis d'agency, en fait, beaucoup, hein, de capacité, d'agentivité. Je sais plus, capacité d'agir ou agentivité. Ouais, d'accommodement, ça, je trouvais que c'était très intéressant à utiliser, faire une translation en fait de ces études coloniales vers
vers le fonctionnement de l'URSS, ça oui. On en vient au terrain qui est le vôtre actuellement, qui à la fois est un déplacement chronologique, géographique, mais tout en restant finalement sur un même groupe, qui sont donc ces turcophones d'Asie centrale. C'est la question ouïghour. Alors peut-être comment avez-vous commencé à travailler sur la question, et puis on va peut-être ensuite dire de quelle manière vous travaillez, et qu'est-ce que c'est que travailler en sciences sociales sur un événement, et un événement avec une dimension criminelle au moment où il se déroule. Oui, alors, donc j'ai expliqué tout à l'heure sur 1916 un peu un attachement à la zone. C'est vrai que les Ouïghours sont des populations de tradition sédentaire qui sont très proches des Ouzbeks. Donc quand je rencontre des Ouïghours, j'ai aussi l'impression d'une certaine familiarité. Donc je pense que ça, c'est un point qui est très important pour moi de ce travail maintenant. Et puis, lors de mes séjours réguliers en Asie centrale, je me suis aussi toujours un peu demandé, mais qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière ? Et en fait, on n'en pense rien parce que c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. Donc voilà, j'avais un peu ces deux interrogations, mais ce qui s'est passé surtout, c'est au mois de juin, je suis tombée complètement par hasard sur une première audience, enfin un premier témoignage lors des audiences du tribunal ouïghour à Londres, et en fait j'ai complètement, j'étais fascinée, alors je ne sais pas si c'est le mot, mais complètement happée par ce qui se passait. Et la première témoin que j'ai entendue, qui s'appelle Kilbinour Sidik, est en fait d'origine ouzbek, vivant au Turkestan chinois, et elle était enseignante donc de force dans un centre de rééducation. Et en fait, j'étais assez, quand même anéantie par ce que j'entendais et par son expérience de vécu dans un camp de rééducation. Et oui, c'était très très surprenant, et depuis en fait, depuis ce premier témoignage, j'ai toujours voulu entendre, écouter davantage. C'est une forme de fascination, c'est pas le bon mot, mais un peu de possession par un objet qui nous tombe dessus tout d'un coup. Voilà, et donc j'ai suivi l'ensemble des audiences en juin en ligne, et puis en septembre je suis allée à Londres pour assister personnellement, et puis il y a eu encore une audience en novembre, et puis le jugement en décembre, et donc ça m'absorbe complètement en fait. Et vous avez rédigé un article paru dans Esprit en 2022 sur la question des structures d'internement et des mécanismes de l'internement, donc dans le Turkestan chinois, dans le Xinjiang, où se trouvent ces populations. Un article qui reflète le fait qu'il y a toute une communauté internationale de gens qui allient recherche en sciences sociales, expertise, militantisme des droits de l'homme, journalisme, tout un univers finalement de gens qui travaillent sur cette question et qui à la fois travaillent, produisent des connaissances et essayent de la faire exister médiatiquement et dans les consciences. Oui, et puis j'ai été aussi assez fascinée encore, c'est pas le bon mot, mais par leur méthode de travail, notamment à partir de l'image satellite. Et donc j'ai voulu un peu comprendre quelles étaient leur méthodologie, comment ils travaillaient à partir de ces images satellites. Et c'est vrai que c'est aussi en fait assez étrange, parce que quand on voit tout le parcours, à la fois donc j'ai travaillé sur des archives coloniales, donc l'archive un peu classique, l'archive orale, et puis là je travaille finalement sur des documents qu'on pourrait qualifier de littérature grise ou d'archives grises, enfin je sais même pas comment on les qualifie. Or je trouve que c'est des documents qui sont absolument et des méthodes et qui sont très très intéressantes et qui ne mériteraient pas d'être sous-considérées, je trouve. Est-ce que ça a un écho particulier quand on a travaillé par exemple sur la période stalinienne et donc qu'on a des crimes de masse mais mis à distance, du coup là être témoin en quelque sorte d'un crime de masse en train de se produire, est-ce que ça a une résonance particulière ? Oui, ça a une résonance particulière, parce que j'ai l'impression de pas avoir bien perçu le système stalinien déjà, et de voir sous les yeux un système stalinien mais en train de se jouer, et dans toute sa matérialité, parce que comme je le disais, sur les révoltes de 1916, il y a une répression très très violente par l'armée impériale de population kirghize tout autour du lac Issyk-Kul, avec des nettoyages ethniques parfois touchant 70
90, 80, 82% de la population kirghize, donc des violences de masse absolument énormes. Or, on n'a aucun témoignage. Et là, d'entendre, parce que au tribunal ouïghour, il y a une quinzaine d'anciens détenus qui ont témoigné, et de voir, en fait, ce qui est assez choquant finalement, c'est de voir que est personnifiée une violence de masse, ou est singularisée en une personne, est incarnée en une personne, une violence de masse, et que les expériences vécues par ces anciens détenus ou des enseignantes est inentendable dans le sens où, enfin, moi, j'ai jamais lu ou entendu des choses comme ça. C'était très... et pourtant, j'ai l'habitude de lire des témoignages sur Babillard, des témoignages, enfin, qui peuvent paraître très très durs à lire, mais là, j'étais vraiment... anéanti en fait par ce que j'entendais et par la cruauté de ce que je pouvais entendre. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu renvoyé à l'analyse de la violence, c'est-à-dire que finalement très vite, j'ai l'impression qu'on considère que la violence est quelque chose de positif, ou en tout cas un objet de science sociale. La violence révolutionnaire, moteur de l'histoire, c'est ce qu'on voit quand on travaille sur 1917, 18, etc. On objective très vite la violence. Or là, on est face à une cruauté et c'est très difficile de comprendre, de donner sens. On ne peut pas donner sens à la cruauté. Ça me déstabilise beaucoup, en fait. Et ça remet, alors pas complètement en question, mais le fait que... Bon, je travaillais sur le cinéma, donc c'est aussi une violence symbolique. J'ai pas travaillé sur l'extermination et sur... des purges de 37-38, mais oui, ça m'interroge beaucoup sur ce que donne l'archive comme matérialité à cette violence et à cette cruauté. J'ai l'impression qu'on passe à quelque chose on passe à côté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être passé à côté de la matérialité de la violence et de la cruauté. Et ce qui me semble aussi, en fait, quand on travaille sur les violences de masse, on travaille sur des objets clos sur lesquels on n'a plus aucune capacité d'action, si ce n'est la connaissance, la compréhension, essayer de débusquer l'ensemble des mécanismes qui ont été à l'œuvre. Et là, ce qui est très vif pour moi, et j'ai l'impression d'avoir été sensibilisée, en fait, depuis des années à la violence de masse, en quelque sorte, c'est que là, c'est pas un objet clos, c'est un objet qui est en train de se dérouler. Et que le sentiment d'impuissance que j'ai pu avoir par rapport à des objets clos, là, j'ai envie d'agir, en fait. Et je pense que la compréhension, la connaissance, la diffusion de ces connaissances sur le génocide des populations ouïghours et turciques et les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés en région ouïghour sont absolument... indispensables. Enfin, il faut les comprendre, il faut les saisir, il faut s'emparer de ce moment absolument terrible. Il y a des ressources pour que les personnes qui nous écoutent puissent s'en emparer. On va mettre le lien de votre article, mais c'est un article académique. Mais est-ce qu'il y a des ressources, on va dire, accessibles, Internet peut-être, pour se documenter ? En fait, le plus simple, c'est d'accéder aux audiences du tribunal ouïghour qui sont en ligne et à l'ensemble des documents, notamment des dépositions des témoins. Donc il faut savoir qu'il y a environ 70 personnes qui ont déposé durant toutes les audiences. Et ça, je crois que c'est vraiment important de s'emparer de cette matière et vraiment de s'emparer des audiences, c'est-à-dire de les écouter. Parce que lire un témoignage de violence un peu en diagonale, en disant très vite on est dans une logique de chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, combien, etc. Or, quand on entend, quand on est obligé d'écouter peut-être 20 minutes de témoignage et puis après une demi-heure de questions, on est obligé d'être plongé dans l'individualité de cette violence. Et ça, je pense que c'est important de faire le travail soi-même, en fait, de sentir... qu'est-ce qu'un témoignage de viol collectif, qu'est-ce qu'un témoignage homme-femme torturé, violé, qu'est-ce que ça veut dire aussi de témoigner publiquement en tant que femme ou en tant qu'homme de ces violences subies dans l'enceinte du tribunal. C'est quelque chose que je trouve excessivement fort, évidemment, important. Et puis surtout, ces témoignages-là coûtent énormément aux témoins.
puisque ça leur coûte leur famille. Kilbinour Siddiq, dont je parlais, son mari est interné. Il a été obligé de faire une vidéo dénonçant comme mensonge ce que sa femme ou son ex-femme disait. Enfin, le coût du témoignage est absolument énorme, et ça, je crois qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous s'en rende compte directement, et c'est possible en écoutant ces témoignages. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un conseil de lecture ou de film, d'ailleurs, pour prolonger notre entretien ? En fait, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, j'avais écouté une émission où il y avait Svetlana Alexievitch, parce que je m'étais intéressée évidemment à son ouvrage Les cercueils de zinc, et en même temps qu'elle parlait, était invité un écrivain, poète qui s'appelle Liao Yiwu, qui a fait un livre qui s'appelle L'Empire des Ténèbres sur l'univers carcéral chinois. Et alors c'est aussi évidemment important parce que lui, il est un poète qui a fait un poème au moment de Tiananmen, qui s'appelle Requiem pour un massacre, et qui a été donc envoyé en camp de travail. Et il a une façon d'écrire que je trouve à la hauteur de Varlam Shalamov ou Primo Levi, en fait, qui est vraiment très, très, très fort. Donc, c'est pas très gai comme conseil de lecture, mais c'est vraiment un ouvrage que je recommande chaleureusement. Je sais pas, parce qu'il faut vraiment vouloir d'avoir recommandé un ouvrage comme ça. Mais c'est très, très fort, oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.